Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait sport sur TV78, l'émission à ne surtout pas manquer si vous êtes un passionné de sport local, sur la télé et également en podcast. Aujourd'hui, il y aura comme toujours des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur comme toujours pour m'accompagner. La Dream Team, nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique. On commence à ma droite. C'est un passionné de sport et n'hésite pas à aller sur le terrain dans la boue pour voir depuis plusieurs années les sportifs de la région. Il connaît presque tous les clubs. Mr. President, Philippe Volac, responsable sponsoring chez Orange en Ile-de-France. Comment allez-vous ? Très bien. L'été sera chaud, mais en super forme. Impeccable. On arrive en fin de saison, mais une saison très dense avec le foot, le rugby, les JO, sans oublier les JO bien sûr, mais beaucoup de sport pendant les 2 mois à venir. On est d'accord, vous connaissez presque tous les clubs de la région. Pas tous, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Au niveau football, il y en a quand même énormément, mais j'en connais un certain nombre dans tous les départements, et dans le 78 notamment. Et voilà, et j'en connaîtrai un demain, parce que demain, il y a la finale de l'Orange Rugby Challenge au Centre national de rugby à Marcoussis, avec un club féminin de plaisir. Le message est passé. Voilà. On continue à ma gauche, musique. Vous reconnaissez sa musique, il est de retour après une absence. Il est notre parmesan sur nos pâtes carbonara. Il est notre huile piquante sur notre pizza. Notre Italian lover, Grégory Canale, est avec nous pendant 1 heure. Bonjour Mickaël, bonjour Philippe, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, écoutez, en forme olympique, là, moins de 50 jours désormais avant ces Jeux Olympiques. Je suis très content aussi parce que Yannick Sinner va être numéro 1 mondial, là, même si on ne sait pas à l'heure où on enregistre cette émission, son parcours à Roland-Garros va-t-il passer face à Alcaraz, on ne sait pas à ce moment-là, mais en tout cas numéro 1 mondial, donc ça fait plaisir. Je suis un peu moins serein pour l'Italie à l'Euro de football, on verra, mais en tout cas ça se rapproche. Effectivement, ouais. La féminine, Yasmine Paolini qui est en finale de Roland-Garros. On sait que Grégory Canale est un serial pronostiqueur, voilà. Donc Sinner passe potentiellement Alcaraz et l'Italie ne passe pas les poules. Je dis rien, non, je dis rien. Je préfère rien dire. Ouais. Okay. On passe de l'autre côté, musique. C'est un spécialiste rugby, mais il s'y connaît dans tous les sports. Il nous vient des contrées du nord des Yvelines pour nous apporter son expertise. Nicolas Dandry, ancien journaliste de TV78, est avec nous. Bonjour à tous, bonjour Mickaël. Comment allez-vous Nicolas ? Très bien, je reviens de Normandie. Alors j'ai pas débarqué. Mais voilà, on va parler de héros du sport aujourd'hui dans le SOP. Mais j'aimerais saluer les héros de la liberté, les vétérans alliés et les résistants français qui ont combattu pour qu'on soit là et qu'on puisse faire notre métier de journaliste en toute liberté. Et voilà. Bon, le message est passé. Vous avez ramené un petit souvenir, on le voit. Oui, un petit t-shirt de Sainte-Mère-l'Église où ont été parachutés les soldats américains de l'Airborne, les parachutistes américains qui ont commencé le travail le 6 juin tôt le matin avant que les alliés puissent débarquer ensuite sur les plages. Voilà. Bon, si on parlait sport, on l'a compris, hein, ce n'est pas que du sport, c'est aussi de l'histoire. On marque l'histoire aussi du département avec nos émissions et avec les sujets qu'on traite. On termine de l'autre côté à musique. C'est la légende de cette émission, c'est notre monument. Ses coups de gueule sont légendaires. Ses analyses influencent les plus grands. Notre Jean-Miss national, coach Jean-Miss, est avec nous pendant 1 heure. Bonjour Mickaël, bonjour les amis. Comment allez-vous ? Le soleil est revenu, moi ça va très très bien. Ouais, dès qu'il y a du soleil, ça vous va. Enfin on vit. On a du mal à vous attirer sur le studio qui est enfermé, hein. Vous étiez plus parti peut-être sur des parties de golf, des choses comme ça. Oui, en ce moment, oui, ça y va là. Ça y va. On en profite. Ouais, et en plus, le beau temps devrait s'installer encore pendant quelques semaines. Tant mieux, on l'attend depuis un moment. On l'attend, on l'attendait. Alors avant de passer au programme de l'émission, on va tout de suite parler de voile. 2 Yvelinois sont actuellement sur la New York Vendée, une course transatlantique pour valider les qualifications sur le Vendée Globe. Louis Burton de Rambouillet et le Versaillais Éric Bellion. Ce dernier s'est fait une belle frayeur, alors qu'ici, dans les Yvelines, on se plaint d'une météo capricieuse ces derniers temps. En pleine mer, les marins et notamment Éric Bellion fait face à des conditions extrêmes. Le skipper yvelinois a fait face à des trompes d'eau. Dimanche dernier, il a été piégé avec des membres de la flotte. On regarde cet extrait qu'il a enregistré. Moi, j'ai pété week-end d'écoute, mais j'ai vu des trompes d'eau, des trompes qui tournent comme ça. La mer fumait. C'est ce grain-là, ça fait vraiment peur. Surtout quand t'as pas d'eau à courir et que t'as d'autres IMOCA partout. Quelle loose! Vivement qu'on s'en aille d'ici. Hein. C'est pas fini. Hein. J'espère qu'il va pas venir jusqu'à nous jusqu'à Port-la-Forêt celui-là.
Sinon, à Port-là, faut rentrer les serviettes et les parasols. Hein. Bon, rassurez-vous, Éric Veillon est toujours en course sur cette course transatlantique. Objectif pour les deux Illinois, terminer la course pour être sur le Vendée Globe le 10 novembre prochain. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo autour de cette table? Philippe Volac, on vous a senti un peu stupéfait. Ouais, c'est impressionnant. Hein. J'ai écouté ça hier. Il a parlé sur les réseaux hier. Il disait que c'était une course mais folle. Même son équipe ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Ils peuvent passer ce week-end normalement. Ils peuvent passer du premier à dernier. C'est tellement serré. Il y a des avaries. Mais vraiment, c'est impressionnant. Et en plus, dans son interview, il rigolait, il souriait. Il était il était dans son élément. Mais c'est vraiment impressionnant. Vraiment. Chapeau, vraiment chapeau. Ouais. Nicolas, traverser ce genre de conditions, on sait qu'il y a le Vendée Globe en deuxième partie d'année. Ce genre de conditions permet de se préparer au mieux. Et après, ça pose la question quand même du. Vous avez attrapé froid sur les plages du débarquement, Nicolas Dandoyer. Le changement de température. Mais justement, en parlant de changement, ça pose la question quand même du changement climatique et de l'impact que ça peut avoir sur ce genre de course, parce que la voile, ça dépend des conditions climatiques et du vent. On peut rencontrer certaines tempêtes et puis c'est de plus en plus risqué, je pense, de parcourir les mers comme ils le font. Donc oui, ce sont des héros d'aujourd'hui. Oui. Grégory, des héros d'aujourd'hui. Oui, c'est un peu les derniers aventuriers, même si, à l'image de ce qui se fait aussi sur le rallye Dakar, aujourd'hui, il y a quand même une technologie qui accompagne ces skippers, ces pilotes sur les différentes compétitions. Là, on va dire le petit plus de difficulté, c'est qu'il y a cette météo imprévisible. On peut se retrouver, effectivement, comme le disait Nicolas, au milieu de tempêtes, au milieu de conditions d'une mer très agitée, et c'est très difficile de s'en sortir. Donc oui, quand même un coup de chapeau pour ces skippers qui affrontent parfois des mers complètement déchaînées, et ça les met quand même en condition, parce que là, c'est une traversée de l'Atlantique. Pour le Vendée Globe, là, en fin d'année, ça sera carrément un tour du monde, donc ça les met tranquillement dans les conditions pour cette nouvelle édition du Vendée Globe. Oui, c'est un bon test. Ouais. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous aimeriez être sur le bateau? Non, pas vraiment. Moi, je suis pas trop le pied marin. J'aime bien avoir les deux pieds sur terre. Je suis pas... Non, je leur laisse. Et du coup, cette vidéo, vous en pensez quoi? Ils sont habitués, ce sont des grands sportifs. Ils sont habitués, mais il dit quand même que c'est quand même assez, oui, tout à fait. Assez compliqué quand même de gérer ce genre de situation. Ah, mais c'est toujours très compliqué, et c'est d'autant plus compliqué, et ça va l'être de plus en plus, avec les problèmes de changement climatique qui font que, on le voit, nous, sur Terre, déjà, les catastrophes climatiques qu'on peut rencontrer, avec ce changement et ce réchauffement de la planète. Donc sur mer, c'est obligatoirement décuplé, et ça devient, à mon avis, de plus en plus dangereux de faire ce genre de traversée. Alors est-ce qu'après, ils vont peut-être regarder un petit peu de plus près, parce que c'est vrai que ce genre de compétition et ce genre de sportifs qui sont habitués à ces intempéries extrêmes, quand eux trouvent ça impressionnant, extraordinaire, c'est que j'aimerais pas être dessous, honnêtement. Mais on parle aussi des conditions météo, et sans parler des OVNI, les objets flottants non identifiés. On a des mers de plus en plus aussi polluées, et il y a aussi des risques directement, alors au-delà des risques climatiques, des risques en mer, de percuter des objets et de devoir abandonner ensuite à cause d'avaries. Et ça arrive souvent. Louis Burton d'ailleurs a failli ne pas prendre le départ de cette course transatlantique entre New York et les Sables d'Olonne, parce qu'il avait juste avant, pendant les entraînements, percuté un OVNI. Louis Burton, justement, on se souvient de cette vidéo qui nous avait un peu marqué lors du dernier Vendée Globe, où il avait terminé à 3e. Il s'était retrouvé à deux doigts d'abandonner sur une île déserte au large de l'Australie. On regarde la séquence et on débriefe juste après. Va falloir qu'on redescende, je vous montre. On a vu des pingouins sauter tout à l'heure avant de remonter. C'est l'angoisse d'être aussi haut tout seul. C'est le bout du monde. Je sais pas si vous voyez bien le bateau. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Système 3 pour 1 en tête de mât pour remplacer le hook. J'espère que vous apprécierez aussi. Puis plus bas, un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure.
On va renvoyer la JV et on va allumer pour rentrer au sable. Vidéo mythique de Louis Burton. Philippe Volac, qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? C'est vraiment des héros des temps modernes, on peut le dire. Et puis, Grégory en a parlé tout à l'heure. Mètres d'altitude en plus, c'est impressionnant. Et puis avec le sourire en plus. Une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres. Et avec le sourire, il rigole, il envoie des vannes. Il nous a dit quand même, on l'avait vu au Sable d'Olonne, qu'il a eu quand même. Il a quand même eu, je pense qu'il essaye de compenser. Mais il n'avait pas le choix. Soit ça, soit il a arrêté là. Ah oui. Non, mais c'est vraiment, c'est des héros, c'est impressionnant. Nicolas, moi, ce qui est impressionnant, c'est que c'est la polyvalence, c'est que c'est de la navigation, c'est contrôler les voiles, mais c'est aussi de la mécanique. Et ça me fait penser, Grégory évoquait le Paris-Dakar. Il y a des pilotes, mais c'est aussi des mécaniciens qui réparent leurs véhicules. Et là, c'est pareil, en fait. Dès qu'il y a un problème sur le voilier, ils sont capables de... Petite différence peut-être avec le Dakar, c'est qu'ils sont tout seuls. Oui, alors c'est vrai que dans le Dakar, il y a un copilote. Mais et c'est d'autant plus impressionnant dans ce cas-là, où il fait la mécanique du voilier tout seul, et c'est impressionnant. Oui. Jean, vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, ce qui m'impressionne le plus dans ces sportifs-là, c'est le mental. Oui, c'est ça. Parce que là, à mon avis, ils peuvent donner des leçons à beaucoup de sportifs. Parce que là, il faut en avoir du mental. En étant tout seul, affronter ce genre de situation, je peux dire, là, chapeau. Parce que là, du mental, il en faut. En tant que coach, vous voulez pas montrer des vidéos des skippers avant les matchs? Ouais, ils comprendraient peut-être pas, mais qui s'en imprègne un peu. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Il faut se rappeler du contexte. Cet événement-là, cette vidéo, c'est un des tournants du Vendée Globe pour Louis Burton. On se souvient de son faux départ qui lui avait donné une pénalité. Et voilà, ça l'avait pas mal handicapé sur la fin. Après cet épisode, il a fait une remontée assez exceptionnelle sur la deuxième partie du Vendée Globe pour terminer 3e, même s'il avait franchi la ligne en 2e position. Donc voilà, ce genre d'événement aussi construit des aventures, construit des performances. Des hommes. Alors en tout cas sur cette New York Vendée, Louis Burton pointe à ce moment même au niveau du pointage à la 10e place, et Eric Bellion est 12e. Ils vont arriver normalement ce week-end, sauf intempéries ou problèmes techniques. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui nous allons parler de Roland Garros. On fera le bilan du parcours de nos Yvelinois. Il y aura des choses à dire. On parlera aussi du départ de Kylian Mbappé du PSG. Quitte-t-il le club en héros? Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler rugby. Ça va aller vite le bilan. Dans cette page rugby, une déception, plaisir ne montera pas en Fédéral 1. Le PRC n'a pas réussi à combler son retard lors du match retour des 8e de finale de Fédéral 2 face à Castillon-la-Bataille. Ils ont pourtant failli arracher la qualification en fin de match dans une ambiance électrique. Les Plaisirois inscrivent un essai quelques minutes avant la fin du match, puis une pénalité à la 80e minute. 23-14, Plaisir est en Fédéral 1 à ce moment-là, avec 9 points d'avance sur Castillon-la-Bataille. Il en fallait 8, mais 30 secondes plus tard, c'est l'ascenseur émotionnel. Les Plaisirois commettent une faute sur le tout dernier engagement. Pénalité pour les joueurs du Sud-Ouest. Les visiteurs marquent et se qualifient au tour suivant. Grâce à ce résultat de 23-17, les Yvelinois échouent à 2 points de la Fédérale 1. On écoute les réactions. Ce qu'on se dit dans ces moments-là, c'est qu'il faut assurer la réception. On a juste à assurer la réception, taper ensuite en touche, c'était fini. Et malheureusement, il y a une maladresse. Et voilà. De toute façon, ça se joue à des détails, ce genre de match. Le scénario, il joue à 2 secondes. Il restait une action, on a manqué de maîtrise. Et Castillon qui ont joué leur chance à fond. Donc pas beaucoup de regrets, mais en même temps une belle équipe en face qui mérite ce qui lui arrive aussi. Jean, vous avez été entraîneur de Plaisir. Une réaction par rapport à cette non-qualification Sportivement, ils peuvent avoir que des regrets. Parce que vous êtes déçus, vous? Oui, déçus pour eux, parce que moi je les voyais bien monter en Fédéral 1. Surtout en ayant fait le résultat au match aller de 8 points, et sachant, encore une fois, je l'avais dit, qu'à Plaisir, ils ont quand même cette envie de gagner à domicile. Et donc, après, ils ont gagné à domicile. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais, et d'autant plus à la vue du match, après, ils n'ont que des regrets. Je pense qu'il leur a manqué un petit peu de maturité, un petit peu surtout, ce qui a manqué beaucoup, c'est François, le Vilain, leur capitaine, qui avait été pris un carton rouge au match aller, et qui là était absent sur ce match-là. Et je crois que ce joueur-là, qui est l'expérience de ce joueur-là au sein du groupe, leur a énormément manqué pour, à des moments clés du match,
notamment en première mi-temps, là où ils perdent un peu les pédales, ils se retrouvent à 12 avec 3 cartons jaunes. Ils se retrouvent à 12 face à une équipe comme ça, en phase finale, c'est chaud, quoi. Donc là, ils se sont un petit peu énervés. Ensuite, ils font une seconde mi-temps qui est magnifique, où il n'y a qu'une équipe sur le terrain, où ils leur ont cassé la gueule devant. Et malheureusement, sur cette dernière action, comme le disait l'entraîneur, Payen, il a manqué un gars comme François. Ouais. Parce qu'un mec comme François Levillain... Je ne sais pas si en régie, on peut revoir peut-être la pénalité justement et l'action qui a mené à cette dernière pénalité. La pénalité, mais la pénalité est liée. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ouais, il y a un hors-jeu, il y a un positionnement de hors-jeu. En fait, le 7 est sur le côté. Il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. C'est pas ça qu'il faut. Personne n'a critiqué cette dernière action. Non. C'est la réception sur le coup d'envoi. C'est la réception sur le coup d'envoi. Où là, il y a un moment où personne, finalement, personne ne prend sa responsabilité. C'est là où il a manqué un mec comme François Levillain, qui lui, avec son expérience et sa qualité de rugby, de joueur de rugby, lui aurait mis son équipe à l'abri, il se serait imposé, il serait à la réception, ça tapait en touche, et c'était la fin du match, ils étaient en fédéral 1. Je vais poser juste la question sur cette thématique, peut-on critiquer Plaisir sur ce match ? On peut critiquer, vous, Nicolas. Critiquer, ça veut dire quoi, critiquer ? Est-ce qu'on peut critiquer sur la gestion du match, Plaisir, et sur... Non, mais les critiques, c'est facile. Moi, j'aime pas le mot critique. Je préfère... Vous n'avez pas voté. On commente. Alors non, moi, j'ai dit non, parce que c'est pas une critique, c'est pas des critiques. Parce que des critiques sur un match... Il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu de grosse faute de la part de l'entraîneur, de gestion humaine, de coaching. C'est pas ça. C'est simplement sur une action, la dernière, sur une action. Après, c'est vrai que je vous l'ai dit, sur cette première partie, où ils ont manqué un petit peu de discipline, un petit peu de self-control aussi. De self-control. Face à une équipe qui était peut-être un petit peu plus habituée à se chatouiller un petit peu les moustaches. Mais cette dernière action, c'est pas une critique. Vous étiez au débarquement, vous aussi ? Non, j'étais pas au débarquement, mais il m'a refilé son chat. Il m'a refilé son chat. Et c'est pas une critique, parce que c'est un match, il y a de la tension, on sait que c'est la dernière action, parce que l'arbitre l'annonce. Et je vous le dis, c'est simplement, là on parlait de mental, juste avant avec la voile, et bien c'est le mental. Et il n'y a pas eu le joueur qui a pris la responsabilité de s'annoncer, souvent moi qui suis entraîneur, je le dis que les joueurs doivent s'annoncer haut et fort, pour qu'on sache, pour qu'on distingue bien qui va à la réception, qui est capable, qui est capable de... Tout simplement, mais haut et fort. La personne a pris la responsabilité parce que c'était la peur de gagner, parce qu'on savait qu'il y avait la fédérale 1 au bout. Et il a manqué sur cette action, et pour la montée, un gars comme François Levillain. Par contre, il y a deux équipes sur le terrain, c'est ce que je veux souligner, c'est que oui, il y a le Plaisir qui manque la réception de ce ballon, mais par contre, on voit, et c'est là où mentalement je pense qu'il y avait un décalage, même s'ils venaient de prendre 3 points, Castillon-la-Bataille, ils se sont remobilisés tout de suite. Et il y avait quand même un gars qui était sous le ballon, qui a réussi à l'avoir, parce que Plaisir a manqué le ballon. Donc je pense que mentalement, sur cette dernière action, Castillon-la-Bataille, ils étaient remobilisés. Ils étaient remobilisés et ils y croyaient, alors que c'était plié. Normalement, ce match est plié pour Plaisir. Mais Castillon-la-Bataille a quand même eu cette force mentale de se dire... Non, il nous reste un renvoi, on va essayer d'aller le chercher. C'est normal, ça c'est normal. Mais il y a certaines équipes qui auraient pu être abattues. À ce niveau-là, si t'es abattu, moi je dis souvent aux joueurs... En tout cas, ils ont joué leur chance. Je dis souvent aux joueurs, c'est à la fin du bal qu'on paie l'orchestre. Oui, bien sûr. Donc tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, le match n'est pas terminé. Et ça, c'est jamais 30 secondes. Et ça, même pas. Et sur une pénalité comme ça, quand Plaisir réussit la pénalité, il faut assurer derrière le renvoi. On voit qu'il y avait en plus du soutien tout autour du joueur qui était censé réceptionner. Il y avait tout plein de joueurs qui étaient là prêts au soutien pour aller protéger le ballon. Allez, on refait un temps de jeu, on se refait plaquer, on recrée un ruck, et puis après il suffisait de dégager en touche. C'était simple cette fin de match. Mais là, il y a une difficulté mentale. Ceci dit, ils doivent gagner largement avant. Ils doivent se mettre à l'abri largement avant. Il y a plusieurs occasions d'essai. Justement, je reviens à ma question. Peut-on critiquer Plaisir ? Oui, mais critiquer, c'est facile de dire critiquer. Ouais, critiquer, non, on peut pas critiquer. Il faut surtout pas s'arrêter sur la dernière action. C'est sûr que tout le monde pense à ça. C'est des regrets, comme tu dis. Mais c'est le match. Quand ils étaient à 12 en première mi-temps à un moment, c'est quand même
Après, ils tiennent plutôt bien à 12 contre 15. Oui, mais tu laisses quand même. Ouais, mais tu laisses des. S'ils étaient restés à 15 contre 15. Ah ouais, ça aurait été. Bah oui, tu laisses quand même des. Et puis ils les ont laminés devant, quoi. Il n'y avait qu'une équipe devant. Non, je pense que voilà, c'est pas sur la dernière action qu'il faut s'arrêter. Bien sûr que tout le monde va retenir cette action-là, mais il faut regarder la première mi-temps avec 3 cartons jaunes, l'indiscipline. Mais ça fait partie du match. Ça fait partie du match. Le match s'est déroulé en 2 temps. La première période. C'est décevant. Castillon-la-Bataille domine largement, on peut quasiment dire. Parce qu'il y a une infériorité et la deuxième numérique. période, elle est pour plaisir. Parce qu'il y a une infériorité numérique. Et là-dessus, je veux revenir quand même sur un sujet d'actualité dans le rugby en ce moment, c'est que les critiques sur l'arbitre sont de plus en plus virulentes. Et sur ce match, c'est un manque de contrôle de soi, de self-control. Et effectivement, François, le vilain, le capitaine... On voit l'arbitre qui était présent sur cette rencontre. Effectivement, l'arbitre, on critique l'arbitre, à un moment donné, l'arbitre, il sanctionne et puis il met des cartons jaunes quand il voit que sa parole est contestée. Et je pense qu'aujourd'hui, le rugby a un travail à faire sur quelque chose qui était historiquement ancré. Dans le rugby, on respecte l'arbitre, on ne conteste pas. Et là, on voit de plus en plus de phénomènes. Là, par contre, je suis pas d'accord. Sur le terrain, c'est vrai que je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. S'il y a un sport, allez-y. Ah ouais, non, mais là, je m'élève parce que s'il y a un sport où le respect de l'arbitre est présent et où de toute façon t'as pas le choix parce que si t'as le malheur de dire quelque chose à un arbitre, t'es lourdement sanctionné. C'est bien le rugby. Oui, c'est ancré dans la tradition. Oui, mais bon, après que tu râles, moi je suis le premier. Sur le banc, je suis toujours le premier. Des dérives, qu'est-ce que t'appelles les dérives? Moi j'appelle les dérives l'arbitrage dans le football. Ça, c'est des dérives. Où t'as des joueurs qui viennent quasiment les agresser. Mais dans le rugby, il y en a de plus en plus de phénomènes comme ça. Ah non, au rugby, il y en a pas. Je vais te dire pourquoi. Il y en a pas. Sur les réseaux sociaux, on voit des menaces aussi. Des menaces. Et les sanctions derrière, c'est quoi? Oui, il y a ils ne rejouent plus les gens. Oui, il y a des sanctions. Ils sont radiés. Des sanctions fortes. Voilà. Après, en tout cas, sur cette partie, l'arbitre a été quand même pointé du doigt par les supporters de plaisir et les joueurs de plaisir. Oui, mais parce que... Notamment sur cette séquence où il y avait déjà un carton jaune et il y a eu 2 autres cartons jaunes qui ont été sortis pour protestation. Oui, mais justement, si l'arbitre... Là, l'arbitre fait partie du jeu. Moi, je vous dis ça, il y en a qui vont écouter ça, ils vont dire, lui, il se fout de nous. Parce que moi, je suis un des premiers à être un petit peu virulent. Mais par contre, l'arbitre fait partie... Pas du tout. L'arbitre fait partie du jeu. Et... on doit s'adapter à l'arbitrage, surtout sur un match de cette importance. Et là où ils ont manqué encore une fois, on revient là-dessus de maturité, c'est qu'ils prennent un carton jaune, pour multiples contestations, il les prévient, ils continuent, jusqu'à en avoir 3, mais c'est quand même mettre en péril le résultat du match. Et ils s'adaptent pas à l'arbitrage. Et toutes les règles, c'est pareil. Un arbitre peut sanctionner, peut être plus dur, sévère sur des hors-jeux. On s'adapte, les joueurs s'adaptent. On va donner la parole à Grégory qui n'a pas encore parlé sur cette thématique. Ça s'est enflammé. Oui, ça s'est enflammé, mais c'est normal. Sur une telle thématique, on est encore dans l'émotion parce qu'on voulait que plaisir monte. Mais c'est ça, compliqué de rajouter des éléments. Juste dire oui, énorme déception. Moi, j'étais partagé sur les critiques parce que quand même, Plaisir fait une saison quasi parfaite sur la phase régulière où ils ont les meilleures statistiques sur la Fédérale 2. Ensuite, effectivement, Jean le disait la dernière fois, les phases finales, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Plaisir était attendu de par son statut de meilleure équipe de Fédérale 2 sur la saison régulière. Et voilà, compliqué de critiquer, mais en même temps compliqué de pas être déçu sur l'issue du match. Le match a été ce qu'il a été. La dernière action, même si Philippe dit on va pas rester sur une action, c'est quand même celle qui va rester dans les mémoires. On était vraiment quand même, c'est quand même l'action de la saison. On était vraiment à 2 doigts de cette Fédérale 1 pour Plaisir. Ils ont jamais été aussi proches d'aller accrocher cette Fédérale 1 et forcément c'est une énorme déception sur cette dernière action où il a peut-être manqué effectivement de l'expérience. Donc difficile de critiquer au vu de la saison, mais sur ce dernier match, sur cette dernière action quand même, il y a des choses à dire. Au niveau de l'effectif, on garde le même et on espère remonter en Fédérale une année prochaine, ou il faudra quand même l'améliorer un petit peu selon vous, Jean? Non, mais là, ils ont montré que ça, ils faisaient partie des plus grosses équipes de Fédérale 2 de France. Puisque on garde les mêmes, selon vous? Le groupe même si on sait qu'il y en a certains qui vont sûrement arrêter en fin de saison. Alors oui, après, je ne sais pas, moi je suis pas à l'intérieur du club, je ne sais pas les mouvements. Il y aura quelques départs, forcément. Peut-être quelques départs, et aussi certainement quelques arrivées. C'est un club en plus qui est un club phare du département et de la région Île-de-France maintenant. Donc ça va attirer quand même quelques joueurs. Et c'est déjà un club et une équipe qui fonctionne et qui a fonctionné super bien et qui est quand même sur une belle voie
monte ascendante, quoi. Philippe Volac, vous en pensez quoi? Bah, Garde le même groupe, ouais, recommence. Ouais, bien sûr. Hein, la prochaine fois, on réceptionne la balle. Voilà, faut réceptionner la balle, faut pas avoir le capitaine blessé. Enfin, il y a beaucoup de. Je sais pas s'il arrête pas d'ailleurs. Mais justement, c'est ce qu'on disait. Hein. Il me semble que c'était sa dernière saison. Je crois. Parce que lors de la dernière mission, j'avais dit que ce serait une belle récompense pour ce garçon. Sa dernière. Non, s'ils peuvent recruter, prendre un peu. En plus, leur équipe espoir était aussi en. Ils ont pris 40 points. Ils ont pris aussi en quart de finale. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. C'est quand même une belle saison, même s'il y a la déception de ce match raté. Je voudrais juste rajouter un petit truc. Ensuite, là on parle plus du côté sportif, mais cette défaite est peut-être un mal pour un bien, parce que est-ce que Plaisir était prêt à monter en Fédéral 1 et à évoluer, on va dire, de façon honorable à cette division? J'en suis pas sûr. D'après ce que j'ai entendu, en plus le budget devrait augmenter l'année prochaine. Voilà. Alors est-ce qu'il faudrait sur le long terme? Voilà. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas, parce que là, je ne pense pas. Moi, les bruits de couloir que j'avais entendus aussi, c'était que ils ne voulaient pas monter. Ils ne voulaient pas monter parce qu'ils avaient peur quand même au côté budgétaire. Mais quand on voit la déception à la fin du match... Non mais ça c'est normal, voilà. C'est le côté sportif et on se dit, on n'est pas loin. C'est pas possible. On n'est pas loin. Ils n'ont pas voulu monter. Non, attention. Pas sur le terrain. Non, j'ai pas dit qu'ils ont fait exprès de perdre pour pas monter. J'ai dit que si la montée se présentait, ils l'auraient prise, je pense, hein, mais peut-être qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts à monter. Et là, le fait de refaire une saison en Fédéral 2, avec une augmentation de budget et puis une vision un petit peu plus proche de cette division, avec peut-être un recrutement ciblé pour amener l'équipe vraiment en Fédéral 1 et s'asseoir à cette division-là, ce serait pas plus mal, parce que quelquefois, être petit chez les grands, mieux vaut être grand chez les petits. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais je leur souhaite la saison prochaine, la même saison que cette saison, avec la montée bien sûr. On va terminer là-dessus sur cette thématique, parce qu'il faut avancer dans l'émission et on sait que c'est passionné, sur Plaisir comme à chaque fois. Alors on souhaite en tout cas bon courage à Plaisir pour la saison prochaine. On continue par l'envolée de Grégory, le moment fort de ce Si on parlait sport. Alors de quoi allez-vous nous parler, Grégory? De l'imperfection, Mickaël, de l'être humain qui peut commettre parfois l'impardonnable. L'erreur est humaine, dit-on, la bêtise aussi. Et cette fois-ci, après tant de louanges faites sur ce plateau, Arthur Rinderknecht s'est distingué de manière plutôt négative à Roland-Garros. Le Saint-Germanois était pourtant bien rentré dans son tournoi. Victoire au premier tour convaincante face à l'Australien Adam Walton. Au deuxième tour, la marche était plus haute face à notre Yvelinois, 69e mondial, l'Argentin Thomas Martin Etcheverry, qui figure dans le top 30 du classement ATP. Pourtant, Arthur réalise un début de match tonitruant. Il remporte les 2 premiers sets devant son public. L'euphorie est au rendez-vous et on se dit à ce moment-là qu'une première qualification au 3e tour des internationaux de France est à sa portée. Mais c'était sans compter sur la loose légendaire de nos Français. Trop de Français dans la 2e semaine du tournoi de la Porte d'Auteuil. Non merci. Le cours de la rencontre s'inverse totalement. Etcheverry remporte le 3e set 6-1 et prend l'ascendant totalement sur le Saint-Germanois avec une série de 8 jeux consécutifs à 1. Et alors que l'Argentin mène 2-0, dans le 4e set, Rinderknecht pète les plombs. Il décide d'évacuer sa frustration par un geste stupide, un coup de pied contre un panneau publicitaire, et là, crac, le gros orteil vacille. La douleur est si intense qu'Arthur est obligé de jeter l'éponge quelques minutes plus tard, alors qu'il mène encore contre Etcheverry. Verdict, une lésion au cartilage de l'orteil. On pourrait presque en rire. Nos amis d'ailleurs de la Fédération française de la loose ont sauté sur l'occasion. Avec un tel jeu au pied, on ne comprend pas sa non-sélection à l'Euro. Ils font référence bien sûr ici à l'Euro de football. D'autant qu'avec cette folie, le tennisman prend une double peine. Sa blessure l'éloigne définitivement des Jeux Olympiques de Paris 2024 auxquels il rêvait de participer. Arthur Rinderknecht est revenu sur cet épisode chez nos confrères de l'équipe. Voici ses déclarations à la seconde où je frappe dans le mur, je me dis quel idiot. Le truc c'est que je ne pensais pas que c'était un mur, je pensais que c'était une bâche. Là je me suis tiré, et pour le coup l'image est vraie, une balle dans le pied. J'ai perdu tout seul. C'est dommage oui, de se s'aborder soi-même, surtout dans un moment où il paraissait en grande forme et dans un tournoi où les Français au 3e tour sont déjà une denrée rare. Mais comme il le dit dans cette même interview, tout le monde est humain, donnons lui donc une 2e chance. Arthur n'a que 28 ans. Il a le temps de se refaire et de participer, pourquoi pas, à 2 prochains Jeux Olympiques.
Bon, ce sera pas en France, mais quand même. Et pour citer la réplique d'un célèbre film tourné dans les Yvelines, la haine, l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. J'espère pour Arthur tout de même que le train n'est pas définitivement passé. Bravo à Grégory pour son envolée, comme d'habitude. Bravo. La blessure, du coup, une lésion au cartilage de l'orteil, ça vous est déjà arrivé, Philippe Volac? Non, ça m'est pas arrivé ça. Bon, il m'est arrivé des choses absurdes, mais bon, en allant voir un match de rugby en Écosse et glisser dans un escalier et me faire la malléole, mais ça aussi c'est bête. Hein. Mais pas la lésion au cartilage de l'orteil. Non, mais je l'ai fait moi. Ah, vous l'avez fait vous, Jean? Non, mais je trouve que c'est complètement absurde. Hein, je veux dire, c'est pas possible. Il est tombé. Bon, il est tombé contre un mur. On peut le dire ça. Hein, vous l'avez déjà fait sérieusement? Oui, sérieux. Ah oui, d'accord. Ok. Il y a très longtemps. Du coup, ça fait mal ou? Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Juste une petite immobilisation et attendre. Faut attendre. Voilà. Il y a rien à faire, mais oui, c'est. Non, juste une petite. Non, mais c'est un peu con. C'est un peu con comme blessure, mais voilà. Alors, votre avis sur cette envolée, qu'est-ce que vous pensez d'Arthur Rinderknecht et de cette petite malchance? Moi, je veux dire, j'ai trouvé. En plus, moi, ce qui m'a un peu. Enfin, pas tout à fait, j'étais surpris. C'est-à-dire, quand il gagne le deuxième set, il était dans l'euphorie. Il sautille, j'ai dit, il va se blesser. Déjà, j'avais pensé à ça. J'ai dit, il va se blesser en faisant ses sauts de cabri. C'est ta faute, alors. Non, mais en faisant ses sauts de cabri quand il regagne son banc, je veux dire, j'ai été un peu surpris. Alors que c'est peut-être avoir déjà gagné. Ouais, il y avait que 2-7-0 et on sait que c'est en 5-7 et que rien n'est la preuve, je veux dire. Mais là, ça m'a déjà surpris rien que ça. Après, quand j'ai vu qu'il a tapé contre la bâche, enfin c'est pas une bâche, contre le mur, j'ai dit mais c'est complètement absurde. Après je l'ai vu boitiller, j'ai dit ouais, ça c'est mort. Et puis après quand il a été au filet, qu'il a pour abandonner, j'ai dit c'est bon. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de Français il y a pas beaucoup de Français qui. Alors là en plus c'était je sais plus ce que j'ai entendu dire le pire abandon de la décennie. J'ai entendu dire ça. C'est incroyable, hein, le pire abandon par rapport à ce qui s'est passé, je veux dire. Ouais. Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une des légendes de Roland Garros. Alors pas du bon côté, mais c'est des histoires comme ça qui resteront, je pense. On parlera d'Arthur Rinderknecht en 2024, qui s'est blessé et qui n'a pas pu faire les JO, je pense, dans 10 ans, peut-être. Hein. Pour revenir sur l'état du tennis français, alors là, on a un exemple. On a un autre exemple avec Caroline Garcia, une autre Yvelinoise, qui n'a pas passé... Saint-Germain également. Ouais, qui est de Saint-Germain, et qui aussi s'est fait balayer rapidement au deuxième tour. On a un problème, et Jean l'évoquait, hein, le sport c'est le mental. Et là, chaque année à Roland Garros, on a un problème de mental chez les tennis women et tennis men français. Je vais peut-être élargir, hein, ce n'est pas qu'à Roland Garros. Oui, en général, mais globalement. En fait, c'est le tennis on manque de self-control et je ne sais pas ce que fait la fédération, mais il faudrait peut-être faire des entraînements ou des exercices de préparation mentale, parce que là, on le voit, mener 2-7 et puis se saborder comme ça. Caroline Garcia qui n'arrête pas de faire des fautes directes, et je pense que ça aussi, c'est comme ça qu'elle perd ses matchs. Et ça aussi, je pense que c'est du mental. Et c'est du self-control, savoir à quel moment tempérer, gérer les temps forts, temps faibles. Alors ça, c'est des expressions qu'on utilise au rugby, mais je pense qu'en tennis aussi, on peut savoir gérer les temps forts, les temps faibles au moment où on ressent une fatigue physique, et tempérer, essayer de gérer son corps. Mais je pense que ça, les tennisman et tenniswoman français n'en sont pas capables, on le voit dans les performances. Juste pour rebondir sur ce que dit Nico, moi je pense qu'il n'y a pas de déficit, un vrai déficit de talent. Je pense qu'il y avait des talents dans les dernières années. Effectivement, c'est sur d'autres plans, peut-être le plan mental, peut-être l'hygiène de vie aussi qui a pu jouer sur certains tennisman, mais il y avait quand même du talent sur ces dernières années. Et c'est vrai qu'on peut être frustré du manque de résultats de nos Français sur les gros tournois. Jean, qu'est-ce que vous en pensez de cette blessure de Arthur Rinderknecht? Est-ce qu'elle symbolise peut-être le tennis français? Alors, moi je dirais pas que ça symbolise le tennis français, hein. Je dirais plutôt que le tennis français n'a pas besoin de ça. Voilà, parce que on connaît la situation du tennis français, et il est quand même laborieux actuellement. On n'a pas de champion ou championne, on n'en a pas, et ça fait très longtemps que ça dure. Après, pour revenir à cet épisode, il l'a dit lui-même, c'est un geste d'énervement, et ça, on peut le comprendre en tant qu'humain, en tant que sportif, on peut le comprendre. Lui pensait que c'était une vache, c'était un mur,
c'est vraiment le côté le plus absurde qui puisse exister. Il est tombé dans le panneau. Il est tombé dans le panneau. Ouais, tout à fait. Mais donc ça, le geste par lui-même, bon ben c'est humain. Il est humain son geste. Il est humain. Mais le tennis français n'a pas besoin de ça malheureusement parce que là, ben il avait une belle occasion en menant 2-7-0 d'être présent au 3e tour et de redorer un petit peu le blason du tennis français. Et puis là, voilà, se faire éliminer suite à une imbécilité comme ça. Ben, voilà, c'est plus dans ce sens-là que c'est un petit peu attaquable que par rapport à la réaction qu'il a lui, parce que c'est une réaction humaine, d'énervement de sportif, quoi. Faut savoir on le voit tout le temps. Sur quelle était la publicité du panneau, parce que ça pourrait être une publicité qatarienne. Ah oui, d'accord. Ça tombe bien, Grégory va faire son envolée. Dubaï Yacht, je crois. D'accord, ok, on mènera l'enquête. Rien à voir, je pense. C'est l'énervement surtout qui a primé. Par contre, point positif quand même de ce Roland Garros 2024, c'est quand même le niveau de Chloé Paquet, qui n'était pas forcément attendu sur cette quinzaine parisienne. Elle a été éliminée au 3e tour par la Tchèque Vondrousova, 6-1, 6-3, mais elle a fait un beau parcours en dominant la Tchèque Sinakova et Diana Schneider au premier tour. C'est quand même plutôt positif quand même pour Chloé Paquet. Voilà, moi je l'ai vu jouer en plus au 2e tour sur le court quand elle a gagné au tie-break du 3e set en fin de compte. Ouais. Et ouais, c'était bien. Elle est jeune en plus, elle est élégante en plus. Elle a 29 ans. Ouais. Et je veux dire, non, c'est dommage. Je pensais pas quand même au 3e tour, je pensais qu'elle aurait eu une petite chance quand même. Mais bon, c'est quand même bien pour elle. Mais bon. Cette Versaillaise a apporté un petit peu de bonheur quand même. Oui. Tennis yvelinois. Voilà, va falloir se tourner vers l'avenir parce qu'il y a beaucoup de pages qui se tournent et Chloé Paquet peut illustrer cette nouvelle génération. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages qui se tournent quand on voit que Richard Gasquet, 38 ans, peut-être son dernier Roland Garros. Bien sûr, Rafael Nadal, son dernier Roland Garros. Là, on voit que Djokovic se fait opérer et doit abandonner Roland Garros. Il y a vraiment une réelle page qui se tourne. Avec une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui arrive et Chloé Paquet en fait partie, oui. C'est une nouvelle synergie. Petite particularité de Chloé Paquet, elle joue avec des raquettes, forcément, parce que c'est une joueuse de tennis. Non. Mais elle donne des noms à ses raquettes. Elle donne des noms de joueurs du PSG à ses raquettes. Elle a joué notamment avec Asensio. Apparemment, elle se sentait à l'aise sur Asensio, c'est ça. Sur Asensio, voilà, elle se sentait à l'aise par rapport à sa raquette qui s'appelait Asensio. Elle joue également beaucoup avec Hernandez aussi. Mais elle a retiré Kylian Mbappé de son sac. Voilà, une petite. C'est ce que vous en pensez, Jean? Eh bien, on n'est pas prêt d'avancer avec ça. C'est pas comme ça qu'on va adorer. Elle a plusieurs des raquettes, plus ou moins à l'aise. Toute la composition. Elle est fan du PSG. Bon, si mentalement ça lui fait du bien et ça l'a fait progresser, tant mieux. Hein. Je veux juste apparemment, Asensio a été plus utilisé par Chloé Paquet à Roland Garros que lors de la saison du PSG. Mais, je voulais juste faire une toute petite parenthèse parce qu'on parlait de mental tout à l'heure côté tennis. Ça peut aider. C'est pour ça que je lui ai dit si ça peut l'aider. Moi, je suis pas contre, pourquoi pas. Hein. Mais je parlais, j'avais vu le match qu'on a tous vu, je pense, Djokovic-Zverev. Et là, on parle de mental de joueur. Ben là, voilà un grand champion. Zverev, oui. Djokovic-Zverev. Oui, pas cette année. Pas cette année. Nadal-Zverev, peut-être. Nadal-Zverev. Djokovic. Non, pardon, pas Zverev. Non, excusez-moi. C'est Rondolo. Oui, c'est Rondolo. Ah oui. Oh, excusez-moi. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai interrogé. Mais là, on voit le mental d'un grand champion. Ouais. Voilà ce que c'est, le mental d'un grand champion. Et là, il l'a montré avec une blessure il n'a pas abandonné et il a gagné. Il est allé chercher les 2 derniers sets. Ça, c'est un grand champion. Là, on devrait s'en inspirer en France. Excusez-moi pour l'inversion. Non, aucun souci, on vous pardonne, Jean. Et il y a ensuite Pauline Desroulettes, qui est originaire de Voisins-le-Bretonneux, qui a joué en tennis fauteuil. Elle a perdu au premier tour face à un gros morceau, la numéro 4 mondiale, Van Koot, la néerlandaise. Déception ou pas, Grégory? Non, la hiérarchie a été respectée. Je crois qu'elle est 18e mondiale Pauline Desroulettes sur les Jeux paralympiques. Ouais, voilà, c'est le vrai objectif, c'est ça. C'est les Jeux paralympiques. Après, est-ce que elle, c'est son objectif d'aller accrocher une médaille? Je sais pas si
elle sera capable de le faire. Mais oui, sur ce premier tour de Roland-Garros, hiérarchie respectée, elle est 18e mondiale et elle avait face à elle la numéro 4. Donc on ne peut pas être déçu. Voilà, on a des belles histoires à Roland-Garros. On aimerait de plus belles histoires que des troisièmes tours inespérés par rapport à Chloé Paquet, pour revenir sur Chloé Paquet. Mais bon, pour l'instant, on doit se satisfaire de ça. Si, on a quand même un Français qui a gagné le double mix, Roger Vasselin. Mais il n'est pas des Yvelines. Voilà, mais il n'est pas des Yvelines. Alors on va maintenant parler football. Le club du FC Versailles vient d'annoncer le départ de 15 joueurs de l'équipe senior. Ils étaient tous en fin de contrat à partir du 30 juin. Le club les remercie pour le travail effectué pendant la saison qui a permis au club de terminer à la 9e place du championnat de national avec un bilan de 12 victoires, 11 nuls et 11 défaites. Parmi les départs, celui de l'ancien international néerlandais Jeremy Lens qui aura passé 2 saisons au club. La question sur cette thématique, ces départs peuvent-ils déstabiliser le club? Oui ou non? Vous votez. Non pour vous, Philippe Volac. Vous êtes Ah oui pour vous, oui, Jean. Moi aussi, oui pour vous, Grégory. Et non pour vous, Nicolas. Alors on va faire un petit duel entre vous, Grégory, et Nicolas. Allez, c'est parti. Honneur aux Italiens. Grégory. Moi je pense que oui, ça va déstabiliser le club. Ça peut déstabiliser le club sur cette fin de saison où le club était en train de se reprendre, où l'entraîneur, le nouvel entraîneur était en train de construire peut-être une épopée glorieuse pour la saison prochaine. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter au FC Versailles. Vous avez cité Jeremy Lens, pour moi le vrai départ et le départ qui fera acte pour moi, c'est celui de Gustave Akwesson, le défenseur capitaine de ce FC Versailles, et c'est vraiment une page qui se tourne pour le coup pour le FC Versailles, puisque c'était l'un des derniers rescapés de cette épopée glorieuse en Coupe de France où le FC Versailles, c'était en 2022, c'était hissé jusqu'en demi-finale. Il y avait aussi Johan Brun qui fait partie des 15 à partir. Donc au-delà de Jeremy Lens qui était la petite cerise sur le gâteau, qui a eu du mal à se fondre dans le collectif Versailles au début. Il était absent, il était en surpoids au début, et au final, bon, il laissera une belle empreinte quand même, hein. Il a marqué 28 matchs la saison dernière, 3 buts et 4 passes décisives, et c'était un peu la star du projet. C'est ça, il était sur une meilleure statistique, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui. La saison dernière, il était à 6 buts et 2 passes décisives, donc voilà, il laissera une petite empreinte, et c'est quand même bien d'avoir eu un joueur il avait 36 ans. Voilà, qui a joué quand même une Coupe du Monde, hein, rappelons-le, avec les Pays-Bas en 2014, c'était l'édition au Brésil. Donc pour moi c'est plus le départ d'Akwesson, voilà, qui marque la fin d'une ère au FC Versailles, et quand même 15 joueurs dans un effectif, c'est pas l'effectif entier, mais c'est les 3/4 de l'effectif, les effectifs de clubs semi-professionnels, professionnels. On est au-delà on est sur des référentiels à 22-25 joueurs, donc c'est quand même une grosse partie de l'effectif qui s'en va. Donc il faut quand même reconstruire, et le temps quand même est assez compté, puisque la saison va reprendre en août, donc il va falloir aller très vite pour le Football Club de Versailles. Donc pour moi, ça peut les déstabiliser d'avoir autant de départs. Nicolas. En fait, moi je pense que c'est dans la logique de l'arrivée du nouvel entraîneur en cours de saison, le coach Vasseur. Je pense que il veut tout simplement bâtir un effectif qui lui est propre et partir sur son projet en fait à lui, bâtir vraiment son projet pour la prochaine saison. Donc je suis pas inquiet parce que c'est un entraîneur d'expérience. Il y a déjà une première arrivée qui a été annoncé par le FC Versailles, et c'est un joueur c'est un défenseur, je crois, qui a de l'expérience, latéral, qui a de l'expérience, avec qui Yannick Mbon, qui a joué à Châteauroux, et Cédric Vasseur, Jean, comment c'est son prénom, pardon, Yannick Mbon, Jean-Luc Vasseur. Jean-Luc Vasseur. Jean-Luc Vasseur. Cédric Vasseur, c'est un cycliste. Jean-Luc Vasseur l'a entraîné à Châteauroux en Ligue 2. En plus, c'est un joueur qui a permis à Dunkerque de monter national en Ligue 2 dans sa carrière. Donc je pense qu'il va bâtir un collectif, et s'il y a des joueurs comme lui qui arrivent dernièrement, il jouait quand même en Thaïlande, au FC Chonburi. Oui, il a fait une saison là-bas. Oui, il a fait une saison là-bas. Une saison sabbatique. Ouais. Mais vous connaissiez le club ou pas, Jean, le FC Chonburi? Oui. Je connais la région de Chonburi, en Thaïlande. Oui, non, ne rigolez pas, Michael. Je connais la région, mais je ne connais pas le club de foot. D'accord. On voulait cette précision, Nicolas. Qui est importante. Mais du coup, moi je pense que oui, il veut bâtir un nouveau collectif, partir sur un nouveau projet. Les 15 joueurs qui partent, je pense qu'il a eu aussi l'aval de la direction. Et on sait que le club, au niveau de la direction, est structuré maintenant. Donc c'est bon.
Il n'y a pas d'inquiétude à Autre avoir. petite précision, Je sais hein, pas. qui est Ils Chris sont Kevin Nadje va s'engager 4 ans avec le Feyenoord de Rotterdam. Ça aussi, c'est une grosse perte pour le FC Versailles. parce que C'était c'est l'un des meilleurs joueurs c'est un de. joueur Mais par gros contre, c'est des talent, revenus de- pour le FC de la Versailles saison. parce que j'ai vu que le transfert était estimé à 500 000, Oui, 500 000 euros. Donc 500 000 euros. 500 000 euros qui peuvent être utilisés derrière pour d'autres transferts. Et je l'ai pas précisé, Aquesson s'en va à Bastia, ça n'a pas encore été officialisé, mais c'est quand même aussi un signe positif, c'est que les joueurs du FC Versailles attirent Ont de aussi, la valeur. ont de la La valeur. valeur. Philippe Volac, alors vous étiez plus d'accord Ouais, avec parce que Nicolas parce que Dandry. je me dis bon, il y a eu évidemment les entraîneurs qui ont changé. Là, c'est les joueurs, mais l'entraîneur, ça fait 3 fois l'année dernière, la saison dernière, changement de l'entraîneur. Bon, après, c'est Bon, sûr là, il qu'ils- devrait rester. hein. Après, oui, bien sûr. Après, ils veulent surtout qu'ils perdent 8 défenseurs quand même. C'est sur les 15, c'est quand même beaucoup, hein, 8 défenseurs, dont le capitaine Bon, je pense qu'ils étaient au courant déjà puisque c'était des joueurs en fin de contrat ou qui avaient dit qu'ils allaient partir. Donc, je pense qu'ils s'étaient préparés à tous ces départs, je pense, parce qu'ils sont en fin de contrat. Donc, en fin de contrat où ils avaient dit qu'ils arrêtaient le foot à ce niveau-là, je veux dire. Donc, je pense que en coulisses, ça doit bien préparer. Ça a déjà commencé avec les recrues qu'il y a. Enfin, moi, déjà une recrue. Non, moi, je pense que Cédric Vasseur, pas Cédric, décidément. Jean-Luc Vasseur. Je connais un rayon, mais quand même. Ouais, mais Jean-Luc Vasseur, je veux dire, a déjà son équipe en tête pour l'année prochaine, je pense. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Il est fort en jeu de mots. Hein. Ouais. Nickel. Moi, j'étais pour Grégory. Pour Grégory, oui. Ouais, j'étais pour Grégory. Moi, je disais pareil que lui. Côte. Pareil. Donc la même chose, du coup, pour vous, 15 départs, c'est pas... Enfin, Si, ça peut Ça déstabiliser. peut Ça peut déstabiliser un club. déstabiliser, justement, parce que c'est quasiment 3/4 de l'effectif. Donc ça peut les stabiliser parce que... Alors, reste à savoir, je posais la question, mais on n'a peut-être pas la réponse. Est-ce que ces 15 joueurs s'en vont... Alors on sait que c'est sur la fin, parce qu'ils sont en fin de contrat. fin de contrat. Ils sont en fin de contrat. Mais est-ce que c'est la volonté de l'entraîneur présent, de Jean-Luc Vasseur, ou est-ce que c'est eux qui ont souhaité quitter le club? Je pense qu'il y a un peu un mélange. Il y a un peu des deux, tout. peut-être, Ouais, il y a un mélange des deux. Alors, c'est vrai que c'est un peu je rejoins un peu Nicolas, lorsqu'il dit que l'entraîneur va pouvoir faire son équipe à son goût, entre guillemets, et puis la modeler à son image. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va voir si c'est vraiment ça marche ou pas. C'est l'avenir. Là, il aura toutes les clés en main, parce qu'il aura l'équipe qu'il veut, et il pourra la mettre en place. Donc c'est peut-être aussi, pour l'objectif du club, la montée en Ligue 2, quelque chose de positif, quoi. À voir la saison prochaine. On va continuer à parler football et mercato. C'est officiel, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France, qui a été formé en partie dans les Yvelines à Clairefontaine, a signé un contrat jusqu'en juin 2029. Il ne s'entraînera donc plus dans les Yvelines au campus PSG de Poissy. Au plus grand désarroi des supporters yvelinois du PSG, Kylian Mbappé au PSG, c'est 256 buts en 308 matchs et 96 passes décisives. Il a remporté 15 trophées, dont 6 championnats de France. La question sur cette thématique, Mbappé quitte-t-il le club en héros? Oui ou non? Oui pour vous Nicolas, oui pour vous Jean, non pour vous Grégory. Vous êtes partagé, Philippe Volac. On fait le match retour entre vous Grégory et Nicolas. Nicolas, vous commencez? Non, oui. commencez cette fois-ci, allez-y. Mais écoutez, moi j'ai assisté au dernier match du PSG au Parc des Princes, le dernier match d'Mbappé, avec Philippe qui a fait ses adieux aussi. Le dernier match de Philippe. Voilà, le dernier match de Philippe, le dernier match d'Mbappé et le dernier match de Michel Montana, le speaker du Parc des Princes. Donc j'ai regardé, j'ai observé. Vous avez pleuré? J'ai pas pleuré, enfin voilà, mais par contre j'ai regardé l'attitude des ultras par rapport à Kylian Mbappé et ça me fait dire aujourd'hui que oui, Kylian Mbappé part en héros parce que les ultras ont applaudi Kylian Mbappé, ils lui ont fait un tifo qui était magnifique et Mbappé est resté 5-10 bonnes minutes avant le match, pendant l'échauffement, à partager, à être en communion en fait avec les ultras. Donc oui, ça me fait dire que Kylian Mbappé part en héros. Alors après, le palmarès,
il est du coup le meilleur buteur de l'histoire du PSG devant Edinson Cavani. Oui, il a gagné des titres de champion de France, de Coupe de France, mais il manque quand même la Ligue des Champions. Dans les faits, comme je viens de le décrire, quand on regarde ce qui s'est passé par rapport à son départ, oui, il part en héros. Après, au niveau du palmarès, est-ce que c'est un héros et ça restera un héros du PSG ? En ayant marqué l'histoire, il manque quand même cette Ligue des Champions qui fait que allez, trois quarts oui, un héros, trois quarts héros quoi. Donc voilà. Finalement, vous êtes un peu partagé finalement. C'est sûr, cette Ligue des Champions. Après, quand on compare, moi c'est juste, je vais comparer avec un autre sportif. Je vais juste comparer avec un autre sportif. Quand on voit ce que fait Antoine Dupont et ses performances, qu'il est déterminant sur les moments clés et pour gagner des titres, Antoine Dupont est un héros. Un vrai héros, de par son palmarès, de par l'attitude qu'a le public envers lui. D'ailleurs, qui n'hésite pas à venir à plaisir éventuellement pour aider Mbappé est un héros vis-à-vis du public, mais après, dans le palmarès, il manque quand même un trophée. Grégory. Il a marqué l'histoire du PSG, ça, c'est indéniable. Nico le disait, meilleur buteur de l'histoire du club, 256 buts quand même sur son passage au PSG, 15 trophées remportés, 6 championnats de France. Ça, c'est indéniable, il a marqué l'histoire du PSG. Moi, ce qui me fait dire qu'il ne part pas en héros, c'est deux choses. C'est pas forcément que de sa faute. Première chose, c'est cette Ligue des Champions qui est absente de son palmarès et qui était pour moi... Allez, la meilleure façon de partir, c'était de partir sur cette Ligue des Champions. Cette année, le PSG, pour moi, c'était très ouvert, même s'il y a le Real Madrid qui est imbattable dans cette Ligue des Champions. Mais pour moi, il y avait un vrai coup à jouer pour le PSG. Et sur ses performances purement en Ligue des Champions, ok, il marque 8 buts, si je dis pas de bêtises, sur cette saison Ligue des Champions. Mais dans les matchs clés, Mbappé a été absent. Moi... Qu'est-ce que je retiens de la saison d'Mbappé au PSG sur cette année ? C'est pour ça que je dis que c'est pas que de sa faute. Il a été peu à peu écarté quand il a fait savoir à son club qu'il renouvellerait pas son contrat. Il a été peu à peu écarté. Luis Enrique l'a défendu et l'a quand même maintenu dans le groupe. Mais sur ces matchs coup près de Ligue des Champions, il n'a pas été présent. On l'a presque plus vu sur des événements extérieurs, Mbappé, cette année, que sur le terrain où il représentait pour ses différentes marques. Il était sur le terrain. On l'a vu aussi un peu faire la fête, ce qui n'était pas à son habitude. Mais on l'a vu de plus en plus dans des images un peu de fête sur les à côté, on va dire, du football. Notamment. À Cannes, notamment avec Ousmane Dembélé. Il a fait un festival. Il a fait un festival. Donc, c'est de sa faute sur on va dire, l'aspect où, pour moi, il pouvait faire mieux sur ses derniers matchs de Ligue des Champions. Et pourquoi il aussi ne part pas en héros ? Et là, c'est pas de sa faute pour le coup, c'est que son club, je suis désolé, lui a pas rendu l'hommage qu'il méritait. Il a quand même marqué l'histoire de son club et son départ est presque passé inaperçu. Je parle pas des supporters, je parle des célébrations officielles organisées par le club. Il part sur une relation complètement cassée avec son président Nasser El Khelaifi. Alors qui n'est pas forcément de sa faute, oui et non, puisqu'il a annoncé qu'il allait partir, mais il a le droit de partir, c'est aussi son droit. Mais ça a laissé quand même ce sentiment que les Qataris, voilà, c'est eux qui vous congédient et c'est pas vous qui les quittez. Ça laisse quand même ce sentiment-là. Donc pour moi, voilà, il ne part pas en héros pour toutes les raisons évoquées. Ce qui me fait dire ça, c'est surtout la Ligue des Champions qui manque à son palmarès et qui aurait pu être le trophée qui marquait définitivement l'histoire. Philippe, vous étiez partagé, vous ? Oui, parce que moi je pense que c'est Nasser. Qui vous a convaincu du coup ? C'est le président, enfin, on était, héros ou pas héros. Je trouve que déjà c'est Nasser qui a fait le plus de mal à l'institution PSG, comme on dit l'institution, je pense que c'est le président. Je trouve que, moi je pense qu'il arrive plus en héros au Real de Madrid qu'il le part en héros du PSG, je trouve, par rapport à tout ce qu'il y a en ce moment, par rapport à ça. On peut pas dire qu'il a pas marqué l'histoire, parce qu'il a marqué l'histoire par tous ses records au niveau des buts, au niveau des meilleurs buteurs, 6 ans d'affilée, 256 buts comme tu l'as dit tout à l'heure. Et je pense qu'il a été, pas par le président, par l'institution, mais par ses coéquipiers, il a été, on peut le dire, lors de la finale de la Coupe de France, à la fin, il a été soulevé en héros, comme on dit, c'est ce qu'on a dit, il a été soulevé en héros par tous ses coéquipiers et tout le staff. Mais il n'y avait pas Nasser n'est pas descendu sur le terrain, comme il aurait dû le faire. Déjà pour la célébration du titre aussi. Donc non, je pense pas qu'il part pas en héros. Bon, s'il avait gagné la Champions League, je pense qu'il serait vraiment parti en héros.
Mais voilà, donc moi je trouve que voilà, c'est ce que je dis, il arrive plus en héros au Real, et puis j'ai hâte de voir l'année prochaine déjà le Real de Madrid, et hâte de voir aussi comment ça va se passer au PSG aussi, hein, les deux. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette fin de collaboration? Alors, la fin de collaboration, je rejoins Philippe. Le comportement du président, pour moi, est pas honorable, parce qu'il a le droit de quitter le club. Il a fait beaucoup pour le club. Il a marqué l'histoire du club. Après, lui mettre la responsabilité de la coupe des ligues, de la coupe de la Ligue des Champions sur le dos, c'est un petit peu gros aussi, parce que bon, il n'est pas tout seul, c'est un sport collectif, hein, donc il y participe simplement, mais on peut pas lui dire il y a une tache noire, il n'y a pas la coupe de la Ligue des Champions. Donc pour moi, il part, il a la reconnaissance du public, il a la reconnaissance de ses pairs, de ses coéquipiers, il n'a pas la reconnaissance de son président, et là, c'est, à mon avis, c'est une mauvaise manipulation de sa part. Maintenant, il arrive dans un club où il ne va pas être la star qu'il était au PSG, puisque la preuve, ils ont gagné la Ligue des clubs champions sans lui, donc il a beaucoup de choses à prouver maintenant. Même si on le connaît, c'est sûr, mais là il rentre dans un groupe où, je le redis, ils n'avaient pas besoin de lui puisqu'ils l'ont gagné sans lui. Donc il va revivre une autre expérience, mais pour moi, il part en héros du PSG. Grégory ? Personnellement, pour rendre hommage à un technicien italien, Carlo Ancelotti, j'aimerais pas être à sa place, parce que comment intégrer Kylian Mbappé dans cette équipe victorieuse du Real, même si Toni Kroos part, mais c'est pas un attaquant. Comment l'intégrer avec un Vinicius, un Rodrigo, Bellingham également, qui ont vraiment performé cette saison? Moi, j'aimerais pas être à sa place. C'est des choix de riches, hein. C'est du luxe. Mais quand même, il va falloir l'intégrer dans ce collectif. Très rapidement, autour de cette table, vous avez hâte, Nicolas Dandry, de le voir sous le maillot du Real? Déjà, j'ai hâte de le voir avec l'équipe de France, savoir si il va performer avec l'équipe de France. Et puis oui, ensuite, voir les premiers matchs de Ligue des Champions, alors de championnat, mais surtout de Ligue des Champions du Real de Madrid, oui. Oui, j'ai hâte. Je pense que je prioriserai un match du Real par rapport à un match des fois de Ligue 1 un dimanche soir. Ça, Jean, quand même, vous avez été dur aussi avec Kylian Mbappé sur toutes ces années, mais vous avez hâte quand même de le voir au Real Madrid. Oui, il faudra évoluer dans une grande équipe. Et moi j'ai hâte, puisque c'est aussi mon côté romantique qui parle. Mbappé était fan du Real quand il était petit, il a plein de posters dans sa chambre. On a vu des photos même avec Cristiano Ronaldo. Merci à la régie, on voit la photo avec Cristiano Ronaldo. Très réactif en régie. Voilà, ça me fait dire qu'il y a encore un côté romantique dans ce football. Bien sûr, il va gagner un gros salaire au Real Madrid, mais il y a ce côté romantique, et pourquoi pas, après, dans un autre club de son cœur, terminer sa carrière à l'AC Milan. Pourquoi pas? Pourquoi pas. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de la légende du cyclisme, Bernard Hinault. Il faut parler quand on est sûr. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.